Bonjour, j'espère que vous êtes bien rentrés de vacances et bienvenue à notre émission spéciale que nous consacrerons à la très spéciale attitude de la Tunisie à travers ce qu'a fait son président Kais Saïed. À l'occasion de la tenue de la 8e rencontre de la TICAD, le chef de l'État tunisien vient en effet de recevoir en grande pompe le président des séparatistes du Polisario avec les honneurs et la garde d'honneur. Ce faisant, le président Kais n'a respecté ni la traditionnelle neutralité de son pays face au conflit, très artificiel, pas plus qu'il n'a tenu compte de ce qu'il a lui-même signé avec les Japonais, en l'occurrence, que ne peuvent être présents que les délégations qui ont été dûment invitées par Tunis et Tokyo. De la part d'un pays ami, les images ont fusé de l'accueil d'État réservé à Brahim Ghali, choquant l'opinion publique marocaine qui a vu dans ce geste du président tunisien un véritable coup de poignard dans le dos. Les Marocains ne sont généralement pas vindicatifs, mais à cette occasion, les images de Sa Majesté le Roi arpentant avec une sécurité allégée les rues de Tunis quelques semaines après les attentats sanglants en 2014 sont revenues dans les mémoires. De même que les Marocains se sont rappelés les gestes de soutien et de solidarité du Maroc durant la pandémie Covid, quand un hôpital de campagne avait été installé en Tunisie. Arrivé dans un avion algérien avec, semble-t-il, la délégation d'un autre pays, à la grande surprise des médias tunisiens, passablement embarrassés, on verra ça tout à l'heure, la présence du mercenaire Ghali aura jeté le trouble sur l'ensemble de la rencontre. Le chef de la délégation japonaise à la TICAD a tenu à indiquer que malgré la présence d'une entité non invitée, la position de son pays ne changera pas. Et le président Macky Sall et plusieurs autres chefs d'État ou de délégation ont regretté l'absence du Maroc qui s'est bien évidemment retiré de la réunion en rappelant son ambassadeur en Tunisie pour consultation. La diplomatie tunisienne a alors publié un communiqué empli d'incertitudes et de contre-vérités, pour tout dire un peu précipité, avant de rappeler elle aussi son ambassadeur à Rabat. Nous en sommes là, mais cela ne fait que commencer. L'acte inamical de Kais Saïed étant intervenu quelques jours seulement après le discours royal du 20 août. Nous en parlerons donc avec nos invités qui ont accepté de répondre à notre invitation. Mustafa Sahimi, vous êtes professeur de droit, politologue, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Driss Issaoui, bonjour. Vous êtes analyste politique, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Zakaria Aboutaha, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V. Alors, je commence par vous, Zakaria Aboutahab. La TICAD, c'est quoi? J'ai fait exprès de ne pas dire à quoi ça correspondait, c'est en anglais. Allez-y. D'accord. Alors, commençons d'abord par l'acronyme, c'est le Tokyo International Conference on African Development, ou la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. En fait, c'est une plateforme, c'est un forum qui a été lancé en 1993, précisément en octobre. Et à l'époque, comme le disent un certain nombre d'observateurs, on est passé de l'ère de la géopolitique à l'ère de la géoéconomie. C'est un peu la nouvelle grammaire des relations internationales. Pour Tokyo, il faut le rappeler quand même, les années 90, c'était les années perdues, comme on dit, the lost decade. Pourquoi? Parce que le Japon a sombré dans une crise consécutive à une euphorie des années 80, et donc du coup, et ça correspondait aussi à la conclusion des accords de l'Uruguay-Ronde qui ont donné naissance à l'Organisation mondiale du commerce, chercher des ouvertures sur l'étranger et en même temps s'inspirer de forums un peu similaires. En fait, c'est l'approche européenne, à partir de la fin des années 60, avec les accords de Yaoundé, devenus les accords de Lomé, devenus les accords de Cotonou et l'après-accord de Cotonou. Et depuis cette date, en moyenne tous les 4 ans, 3-4 ans, il y a une réunion, donc Tokyo 1, 2, 3, jusqu'à celle de ce mois, la TICAD 8. L'objectif est bien ciblé. Les Japonais sont très éclectiques. Il ne s'agit pas de grosses déclarations, mais plutôt des objectifs pointus ciblant des points, par exemple le développement durable, la croissance inclusive, la question des femmes, etc., etc. Ce n'est pas un forum politique. C'est essentiellement axé sur les questions de développement. Et donc, pour le Japon, encore une fois, d'ailleurs, la Chine avait un peu emboîté le pas en 2000 avec le lancement de ce qu'on appelle le FOCAC, Forum Chine-Afrique pour la coopération. Et certainement, le Japon a une vision économique. Certes, il y a une agence qu'il faudra rappeler, c'est la JICA, c'est-à-dire l'agence japonaise de coopération internationale. Et on a appris que dernièrement, le Japon voulait débloquer pratiquement 30 milliards de dollars pour contribuer au développement du continent africain. Donc, il ne s'agit pas d'une organisation internationale, mais tout simplement une plateforme. Donc, on est un peu dans l'informel au sens du droit international économique. Alors, merci pour les précisions, Zakaria Aboutahab. Nous n'y étions pas. Le Maroc n'y était pas, s'était retiré.
parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors, pour planter le décor, Mustafa Shimi, les pays, comme vient de le dire Zakaria Boudahab, il ne s'agit pas d'une organisation, il ne s'agit pas quels sont les pays qui sont habilités à participer à cette réunion. Les pays africains, bien entendu, puisque ça concerne l'Afrique. C'est effectivement un forum international. Ça n'a pas de structure institutionnelle rattachée au système des Nations Unies ou à un continent, etc. Il y a le souci japonais, ça a été dit par mon collègue Gami, le souci japonais d'être très pointu dans des créneaux particuliers. La 7e TICAD qui s'est tenue au Japon, donc à Yokohama, par exemple, avait priorisé 3 questions: le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, les inégalités. Qui invite et qui est invité? Il y a une pratique. Il y a une pratique maintenant coutumière que l'on a du fait qu'il y a des manifestations de ce type. Il y a Russie-Afrique, Inde-Afrique, Chine-Afrique, France-Afrique, etc. Allemagne aussi. Donc il y a quelque chose qui s'est créé dans l'articulation des relations internationales qui fait qu'un pays décide de nouer des liens particuliers avec d'autres pays d'un continent. En l'espèce, le Japon est le pays invitant. Il invite sur quelle base? Sur la base des propositions qui lui sont faites donc par l'Union africaine. Et l'Union africaine s'est mise d'accord avec le Japon pour retenir 50 pays. Ça a été rappelé par le communiqué de ministre des Affaires étrangères, Nana Bouita. Dans les 50, il n'y avait pas évidemment l'entité séparatiste que vous connaissez. Alors justement, on va revenir un peu tout à l'heure sur les détails. Délice Issaoui, comment ça se fait que le chef du Polisario, Brahim Ghali, se soit retrouvé là en venant dans un avion algérien, en compagnie, semble-t-il, de la délégation d'un autre pays? Ça a été repris par les médias, par la télévision tunisienne, dont le journaliste était passablement embarrassé, il ne savait pas trop quoi dire parce que rien n'avait été prévu. Apparemment, c'était vraiment du cafouillage. Si ce n'était pas triste, ça aurait été drôle. Je vous propose d'écouter, de revoir un peu ce passage de l'arrivée, de comment les choses se sont passées. Et après, vous allez me dire comment vous voyez, quelle est votre lecture, comment Brahim Ghali s'est retrouvé là-dedans. Oui, Inès, nous sommes en direct de l'aéroport de Tunis. Le président de la République tunisienne, Kais Saïd, reçoit la délégation algérienne qui atterrit sur le sol tunisien pour participer aux travaux de la conférence internationale sur le développement du continent. L'Algérie, donc, pays voisin avec qui la Tunisie entretient de très bonnes relations à tous les niveaux. Nous poursuivons en direct la cérémonie d'accueil officielle par le président tunisien de la délégation algérienne à l'aéroport de la capitale. Donc, la délégation algérienne vient d'arriver pour participer aux travaux de la TICAD. En attendant que la situation se clarifie, car il est prévu que la délégation algérienne soit présidée par le ministre du Commerce, mais visiblement il s'agit de la délégation de l'État du Burundi qui descend d'un avion de la compagnie aérienne algérienne. La délégation de l'État du Burundi est donc reçue par le président de la République tunisienne. Nous suivons le direct et nous allons découvrir l'identité de ces délégations. Il s'agit de la cérémonie d'accueil officielle des délégations qui arrivent successivement depuis les premières heures de la journée d'hier. Ces délégations est en provenance du sud du Sahara. Alors, vous avez vu, ne pas reconnaître les délégations, attendre de voir leur visage pour savoir qui. Nous allons découvrir l'identité. Il y avait quand même beaucoup de cafouillage. Une précision Oui, je voudrais quand même le dire au moins une fois, c'est que le chef de la milice séparatiste n'a pas un titre régulier de transport. Il a un passeport algérien, même un passeport diplomatique. Eh oui,
Il faut le dire, on ne le dira jamais assez. La deuxième chose, ça me frappe, parce qu'on s'est habitué quand même dans les décennies passées à autre chose, c'est le cafouillage du montage de cette opération par la diplomatie algérienne. Ouais. C'est de la malfaçon. Ah, au moins c'est signé parce que l'avion, il est clair, c'est l'avion. C'est-à-dire ça aurait dû être techniquement scénarisé. Tel moment qui descend, qui vient, etc., en liaison avec la télévision tunisienne qui était dans l'embarras et qui nous a livré. Et la télévision tunisienne nous a livré un moment exceptionnel de cafouillage médiatique. Ah. Et ça, ils ont semblé avoir été étonnés, les journalistes, en se disant mais c'était un ministre qui préside la délégation algérienne. Ça n'a pas été traité ni préparé. Le chef de l'État c'est de la malfaçon. Merci. Voilà. Allez-y. Oui, effectivement, en fait, on peut appeler ça de la malfaçon, mais c'est un travail qui a été préparé, pensé, réfléchi et introduit par les militaires algériens, par les responsables militaires algériens. Ils ont profité du séjour du président Kais Saïd quand il a rendu visite. Avec la maîtrise des choses et le professionnalisme qu'on leur connaît. Ben, bien sûr. Ils ont décidé que, d'abord, ils lui ont donné de l'argent. Parce qu'il a besoin, parce que la situation financière de la Tunisie, elle est catastrophique. Alors, eux, ils ont dit, nous avons de l'argent, on va vous donner 300 millions de dollars, etc. Donc, on ne sait même pas si l'argent a été donné ou pas. Il a été déposé. Ah. Il a été déposé à la Banque centrale pour servir de garantie. Voilà, donc finalement, ils ont mis en place le dispositif, mais ce qui est grave, c'est de prêter l'avion personnel du chef de l'État algérien au patron du Polisario. Il aurait pu venir dans une autre délégation avec le Burundi ou je ne sais quoi. Donc c'était bien deux délégations dans l'avion. Dans l'avion, oui. C'est-à-dire que l'Algérie est en train de faire du service après-vente, de tout ce qu'elle prépare pour ce genre de rencontre. Donc finalement, on a eu droit à à ce moment de télévision, qui est en fait, quand on le regarde, il est unique. Quand on le regarde comme ça, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Et finalement, c'était le Tunisien qui a donné une ampleur et une importance tellement grande que tout le monde était étonné. Parce qu'il n'a pas reçu les autres chefs de délégation. C'est le seul chef de délégation qu'il a reçu lui-même, avec les honneurs que l'on doit au chef d'État, avec le tapis rouge, etc. Et ça demande quoi? Ça demande, d'abord, je pense que quelque part, il a dû perdre la raison. Il a dû perdre de vue que lui, il est chef d'État au Maghreb. Il a des relations avec le Maroc. De toutes les manières, je sais que l'on aura l'occasion de revenir sur les relations historiques sur tous les moments qu'il y a entre le Maroc et la Tunisie. Qui marquent des grands moments de l'histoire. Le caractère magnanime du traitement des Marocains des questions tunisiennes. Mais Kais Saïd a vraiment fait le coup, comme il l'a fait pour son propre peuple. Parce qu'il a cassé le Parlement, il a cassé la Constitution, il a cassé tout le dispositif politique dans son pays. Ce n'est plus une affaire extérieure pour nous. C'est une affaire du Maghreb. Et moi je pense que je suis en droit de dire mon point de vue sur cette personne. C'est un personnage avec lequel nous sommes censés construire un avenir, construire le Maghreb comme étant un groupement économique et socio-économique important. Alors, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Nous nous rappelons d'images connues qui avaient fait le tour du ministre des Affaires étrangères. À l'époque, il était ministre délégué, je pense, des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui, au Mozambique, était entré pratiquement... Ils ont failli en arriver aux mains avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, c'était au Mozambique. Et puis, il y a quelques années, en 2019, c'était à Yokohama, si ma mémoire est bonne. Comment se passe, Moustapha Sahimi, comment se sont passées ces éditions précédentes? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu cette ticade, les Algériens ont essayé de placer leur Tout le temps, pion. c'est une position constante de l'Algérie, mais, mais la dernière fois, c'était mal préparé parce que le chef séparatiste a un passeport algérien, c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure,
Et le pays invitant a dit il y a un chef d'État par pays. Vous dites que vous êtes ce que vous êtes, etc. Vous n'êtes pas sur notre liste. Et c'est comme ça que sa présence donc, a été refusée. J'ajoute, pour être complet pour nos téléspectateurs, il y a une situation particulière qui a été celle du sommet Union européenne-Union africaine en février 2022 à Bruxelles. C'est la première fois que la prétendue RAST a participé. Pourquoi ? Parce que c'était entre des organisations continentales, en l'espèce européenne, l'UE et l'Union africaine. Mais le chef séparatiste n'a eu droit à aucun traitement particulier, ni à l'arrivée, ni pendant la conférence. Et il a été accueilli à Bruxelles, à l'entrée de la conférence, par son ambassadeur, entre guillemets, c'est tout. Ce qui n'est pas le cas, ce qu'a relevé à juste titre déjà. Oui, c'était un traitement de chef d'État tout à fait exceptionnel, salon d'honneur, etc. Alors que les autres chefs d'État, il y a 30 chefs d'État présents au sommet de Tunis, ont été accueillis par la dame qui est première ministre. Donc il y a là quelque chose de particulier. Alors, il y a eu une réaction très rapide, Zakaria Boutahab, réaction très rapide et ferme du Maroc, qui a donc une heure ou 2 heures après, peut-être moins, a publié un communiqué. Et puis il y a eu un échange, on en reparlera tout à l'heure du communiqué des Tunisiens. Alors Rabat affirme que l'acte de recevoir Rally était contre l'avis du Japon. La Tunisie affirme le contraire et assure que c'est la commission de l'Union africaine qui a adressé l'invitation aux séparatistes. Mais il y a eu un document qui est circulé sous forme de note verbale qu'on peut voir à l'écran, qui montre que c'est faux. Alors ce document, il dit la chose suivante. La mission du Japon auprès de l'Union africaine présente ses compliments à la commission de l'Union africaine et avec référence à la note verbale, le numéro, à l'honneur. Donc la mission du Japon a l'honneur d'informer ce dernier que la lettre d'invitation à la 8e conférence de la TICAD, co-signée par son Excellence M. Kishida Fumio, Premier ministre du Japon, et son Excellence M. Kais Saïd, président de la République tunisienne, est la seule et authentique invitation sans laquelle aucune délégation ne sera autorisée à participer à la TICAD et que la convocation n'est pas adressée à l'entité mentionnée dans la dite note verbale susmentionnée. Voilà. Un document officiel. C'est un document officiel. Alors, notes verbales en matière de diplomatie, comme leur nom ne l'indique pas, elles sont écrites. Voilà. Alors, un cafouillage, de l'amateurisme diplomatique ou de fortes pressions exercées sur Tunis, et dans ce cas, par qui ? Le Maroc n'aurait pas agi promptement et de façon déterminante s'il n'avait pas, disons, ce qu'on appelle la ratio legis, la raison légale pour agir ainsi. D'abord, rappelons-le, on l'a dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, que la TICAD n'est pas une organisation internationale, similaire à l'Union européenne, qui est considérée comme étant une organisation intergouvernementale. À la limite, on aurait pu dire, bon tiens, ok, ce sont les membres constitutifs ou membres de telle institution qui ont le droit d'y assister, toute proportion gardée. Non, il s'agit du Japon, qui est le pays initiateur, et en même temps, le pays hôte, en l'occurrence la Tunisie, qui officiellement devait co-signer la lettre d'invitation à adresser, dans le cadre d'une approche inclusive, parce que c'est un processus inclusif, il s'adresse à des États directement et non pas à l'organisation continentale. Vous savez, il faut le rappeler, ici, la Commission de l'Union africaine assiste au même titre que les Nations Unies, au même titre que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, au même titre que la Banque mondiale. C'est la particularité il y a 4 de la institutions multilatérales. Imaginons maintenant comment la Tunisie, et surtout le président tunisien, a mis dans l'embarras toutes ces institutions, et également le Japon, parce que c'est un précédent diplomatique fâcheux. Je crois que c'est récurrent, c'est une habitude, à chaque fois ça se passe pareil. Et il n'a pas à se dérober et à jeter l'anathème sur le Maroc ou sur la Commission de l'Union africaine, comme quoi c'est elle qui était derrière l'invitation. Loin s'en faut, et on a vu que ça a été prémédité. Les honneurs avec lesquels le chef de la prétendue RAST a été accueilli en fanfare, moi je crois que c'était une sorte de processus inéluctable, comme je l'ai dit auparavant, quelque part, dans le sens où il y a eu une accumulation de faits, et déjà, on était même sur ce plateau, quand on avait fait la remarque sur la résolution 2602, et que la Tunisie s'est abstenue du vote, sachant bien que cette résolution a pointé du doigt l'Algérie, ainsi que d'autres éléments qu'on pourrait évidemment débattre avec les chers collègues. Effectivement, si nous sommes, pour continuer ce qu'a dit mon collègue, nous sommes dans un cas pratique d'application
de la doctrine marocaine, formulée avec fermeté et force par Sa Majesté le Roi, c'est-à-dire la question nationale, c'est une ligne rouge, et nous n'hésiterons pas à prendre les mesures qu'il faut contre qui que ce soit. Après le discours du 20 août, nous avons 10 jours après, nous avons une semaine après, une application. Après un discours royal particulièrement clair. Tout à fait. Et d'ailleurs, la réaction c'est un message, a été aussi claire. parce que c'est la crédibilité de la position marocaine qui est en cause. Elle est crédible, on a vu la réaction. Non, oui, mais c'est-à-dire qu'il faut que les pays étrangers sachent combien est forte la détermination du royaume pour ce qu'a dit le souverain. Donc, ça va servir en l'espèce, ça va servir ailleurs, etc. Et c'est un clivage intéressant et un éclairage intéressant sur notre diplomatie et son référentiel politique étrangère. Alors, on va pas aller sur la diplomatie marocaine. Pardon, je finis. C'est pour dire que maintenant, nous avons de la clarté, nous avons de la fermeté, et la réactivité du ministère des Affaires étrangères est tout à fait bienvenue. Ça s'est fait dans les heures qui ont suivi ce qui s'est passé à Tunis. Sans reprendre les termes utilisés par Dresser Saoud tout à l'heure, je crois que Kais Saïd n'a pas véritablement compris, puisque vous parliez tout à l'heure de l'union, du sommet qui a eu en février 22, Union africaine, Union européenne. Il n'y a eu aucun traitement spécial réservé à Rallye, parce que les pays ont compris. Kais Saïd, là je vous rejoins quelque part, n'a pas véritablement saisi la mesure. Enfin, on se demande s'il a saisi alors. Justement, je reste avec vous. Vous dites qu'il n'a pas compris. Comment expliquer cet acte inamical après les différents actes particulièrement amicaux, j'en parlais en ouverture, du Maroc à l'égard de la Tunisie. Oui. Alors, on se rappelle, bien entendu, à une époque où la Tunisie était véritablement dans une situation sécuritaire absolument abominable, le roi du Maroc, chef d'État, était en train de se balader, de circuler avec une sécurité allégée. On a vu que pendant la crise Covid, et alors que des pays comme la France ont envoyé du gaz par bateau, ça prend quand même le temps que ça prend. Il y avait 2 avions militaires, 2 gros avions, 2 gros porteurs marocains qui étaient partis installer un hôpital de campagne. On ne revient pas sur ce qui a été fait, mais parfois il y a des moments où il faut rappeler les choses. Comment vous voyez les choses et comment vous expliquez quelque part de la manière différente de vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mais avant, je voudrais revenir sur un commentaire du journaliste Mustapha Tossa qui intervient à partir de Paris. Avec cette provocation, Kais Saïd veut montrer une animosité apparente à l'égard du Maroc. Et ce n'est pas la première fois. Le jour où il y avait un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies sur une résolution du Sahara, au moment où la Tunisie devait être favorable au Maroc, il s'est abstenu et elle a pris position pour l'Algérie. Donc on a l'impression que Kais Saïd, dans sa tête, il est avec le sérail militaire algérien, il n'est pas avec le Maroc. Donc il a eu cette occasion de le démontrer de manière spectaculaire et d'en recueillir le prix économique et politique à travers le soutien du régime algérien à ses manœuvres en Tunisie. Donc il n'y a pas d'autre explication. Sinon, la Tunisie a toujours été connue par sa modération, par son indépendance et par ses positions extrêmement rationnelles à l'égard du Maroc. D'ailleurs, il y a une forte amitié entre les 2 peuples tunisiens et marocains, à laquelle Kais Saïd vient de donner un coup de griffe extrêmement mortel, pour ne pas dire autre chose. Alors, Driss Issaoui, amitié entre les Marocains et les Tunisiens, ce n'est pas une phrase qu'on sort comme ça, comme on la sort tout le temps. On connaît cette amitié. D'ailleurs, il y a un statut spécial pour les Tunisiens, des corps constitués qui peuvent exercer ici au Maroc. Il y a quand même une grosse amitié. Elle remonte depuis très très longtemps. Mais de l'autre côté, vous avez un chef de l'État tunisien qui, lui, est clairement inamical, pour ne pas dire hostile, pour ne pas dire agressif, pour ne pas dire plus. Comment vous expliquez ça ? C'est un cas, c'est une situation avec laquelle il faudra faire, sincèrement. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ce monsieur. Je pense qu'il a des difficultés en interne. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de discuter sa politique intérieure. Il a des difficultés au sein de son pays. Il a des difficultés au sein de son Parlement. Il a des difficultés à former un gouvernement. Il a des difficultés à gérer les soubresauts des politiques tunisiennes et africaines, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur ? Il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un qui a pris les choses, disons, le chat par la queue, c'est le cas de le dire, et il essaye de faire des choses, il essaie de construire une approche, soi-disant, nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Il est en train d'enfoncer son pays, qui est la Tunisie, d'enfoncer les relations bilatérales et de
disons, de tirer à bâton allumé sur la crédibilité du Maroc, sur la position du Maroc. Et les Marocains, de toutes les manières, les affaires étrangères, les officiels, la rue marocaine, parce que je suis sûr que les Marocaines et les Marocains ont suivi les réseaux sociaux. Ils se sont passés les articles, les commentaires. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne vais pas dire, mais sur les réseaux sociaux, il y a un point de vue qui a été exprimé par Madame Tout-le-Monde, par Monsieur Tout-le-Monde. Et toutes ces personnes disent que c'est dommage parce que la Tunisie, c'était quelque chose dans notre cœur. Mais aujourd'hui, ils nous ont planté un poignard dans ce cœur et on sera obligé de réagir de toutes les manières, quelle que soit la situation. Je n'ai pas de résultat de ce qui va être fait, mais je sais que quand on appelle un ambassadeur pour consultation, c'est un acte diplomatique très grave qui peut aboutir à une rupture des relations diplomatiques, qui peut aboutir à un non-retour sur la situation avant. Mais finalement, je pense que les Marocains n'ont rien à perdre par rapport à cela. Et le roi a été très clair dans son discours du 20 août en disant « Nous avons une affaire centrale qui s'appelle l'affaire du Sahara. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous n'êtes pas avec nous. Et dites-le, comme ça on sait qui vous êtes. » Et c'est ça. Le discours était très clair. Et je pense que Kais Saïd a choisi son camp. Il l'a fait de manière volontaire. Ben, on verra les résultats. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que les Marocains n'ont rien à perdre. Ils ont à perdre ce que vous avez dit tout à l'heure en touchant votre cœur. Ils ont perdu quand même une confiance. Petite anecdote personnelle, quand j'ai appris cette information, la personne qui me l'a donnée, je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un montage, c'est du fake. Quand je me suis assuré que c'était véritablement le cas, toutes les personnes que j'ai appelées pour leur dire ont eu exactement la même réaction. C'est du fake, c'est pas possible, c'est du montage. Donc c'est ça, finalement, on perd une confiance qu'il y avait. Alors, Moustapha Sahimi, revenons sur cette cérémonie d'ouverture de la TICAD, il y a eu des présidents qui se sont retirés de la conférence, d'autres ont clairement exprimé leur regret de l'absence du Maroc, et on notera aussi cette réaction qui a été ferme, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, de la délégation japonaise. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un désaveu clair pour Tunis et pour Alger, avec bien entendu la TICAD qui a continué son travail? Évidemment, vous avez raison de le relever. Il faut noter que le Premier ministre japonais n'est pas venu invoquant un contact positif de la Covid. Alors, cette histoire de contact positif de la Covid, c'est un élément diplomatique qui sert beaucoup ces temps-ci. Hein. Oui, on le servait à plusieurs reprises. Il faut quand même le signaler. Autre point, la prise de position du président sénégalais, président en exercice de l'UA, c'est important. Le retrait de la Guinée-Bissau, le président qui est la Guinée-Bissau est président de la CEDEAO. Ouais. Les fortes réserves formulées par le Libéria, vous l'avez dit, d'autres pays, etc., les Comores, etc. Donc, on ne peut pas dire que ça soit... Centrafrique, oui, Centrafrique. On ne peut pas dire que ça soit un succès. Ce rendez-vous diplomatique pour la Tunisie n'est pas un succès. Et les Japonais, évidemment, je suis sûr qu'ils n'ont pas du tout apprécié ce qui s'est passé, parce qu'ils sont venus pour des projets, pour lancer des idées, des partenariats. Ils se retrouvent donc piratés dans un ordre du jour qu'ils n'ont pas maîtrisé, qui a été manipulé. J'ajoute un point que vous avez évoqué tout à l'heure en ne le reprenant pas, qui a été développé par Driss Essaoui. Je ne vais pas parler de l'homme, je vais parler de l'homme d'État. Et ça, je crois qu'on peut parler de l'homme. C'est un profil de psychorigidité. Il faut le savoir. Quels sont ses ressorts profonds? Ces ressorts profonds, on le sait. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai des rapports un peu étroits avec mes collègues tunisiens, profs de droit, tout ça, etc. Et on a eu l'occasion de déjeuner avec lui 2 fois. Mais je peux vous dire qu'il n'a pas ouvert la bouche. Et les collègues, d'ailleurs, il était prof assistant, il n'était pas prof, il faut le dire. Etc. Et donc, les collègues de tunisiens lui accordaient aucune crédibilité particulière. Donc, le mystère, c'est comment il est venu au pouvoir. Ça, c'est une affaire intérieure, mais on a quelques idées. Mais le fait, c'est la rigidité fondamentale. Et la rigidité fait que vous ne voyez que ce qui entre dans le format de votre rigidité. On le voit
en interne. Voilà un chef d'État, on est obligé d'en parler parce que c'est un partenaire, qui a licencié 57 magistrats, lesquels d'ailleurs ont vu la décision invalidée ensuite par les juridictions administratives, lequel s'est installé dans un système particulier d'enfermement et de huis clos. Ça, c'est, regardez la situation de la démocratie tunisienne. Je vais vous donner un exemple à ce sujet. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a déclaré il y a quelques semaines que son pays, les États-Unis, était profondément préoccupé par la détérioration de la situation démocratique en Tunisie, suite au référendum du 27 juillet, avec l'idée qui avance maintenant dans le cadre du partenariat de la remise en question d'une aide de 500 millions de dollars. Autre point, il n'a pas d'autre perspective finalement du fait de la rigidité que le voisin algérien. Pourquoi? Pour des raisons financières, ça a été dit. Il y a une avance de 300 millions de dollars, une deuxième avance de 200 millions de dollars qui est en négociation, ça fait 500 millions de dollars, et c'est un pays qui est la limite de la cessation de paiement. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu cette manne algérienne, c'est un pays qui aurait été déclaré en cessation de paiement, et donc se voyant fermer toutes les portes du marché international. Encore un point, c'est un pays endetté. Le dernier, vous savez quel est l'endettement de la Tunisie? C'est 102% par rapport au PIB. C'est un État qui est en quasi-faillite, et donc il n'y a pas de perspective économique compte tenu de ce climat. Et ça fait 4 fois qu'ils sont en négociation avec le FMI, 4 fois que leur copie est revue et corrigée parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc c'est un climat qui n'est pas favorable à la relance économique, qui n'est pas relance à la paix sociale, et qui génère maintenant, du fait de ces hypothèques-là, une grande instabilité au plan régional et international. Écoutez, on leur souhaite la meilleure relance du monde et le plus grand bonheur du monde. Tous les pays ont des problèmes économiques dus à la Covid, dus à la guerre en Ukraine, etc. Mais pour autant, on n'oublie pas nos intérêts, on n'oublie pas aussi et surtout nos sentiments et notre sensibilité à l'égard d'une affaire qui est extrêmement importante. Et tout à l'heure, on va parler aussi d'autres choses. On se rappelle, en 1961, il y avait la base aéronavale de Bizerte, qui appartenait à la France. Encore, et que la France avait refusé de sortir et qu'il y a eu des escarmouches. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Et c'était le Maroc qui avait été le fer de lance à l'ONU pour ça, pour que la Tunisie puisse récupérer. Je suis en train de parler de 60 ans. Donc ce sont des relations. Alors on peut comprendre qu'il y ait une relance, on peut comprendre qu'il y ait des problèmes, on peut comprendre qu'il y ait, mais pas notre sensibilité. Alors, c'est les événements de Sarguet Sidi Youssef. Voilà, alors, une autre fuite en avant, encore une fois, c'est la non-traduction de la partie du discours du président du Sénégal, M. Macky Sall, président aussi de l'Union africaine, par l'interprète officielle tunisienne. On va écouter comment ça s'est passé, comment l'interprète a grugé tout simplement, a caviardé cette partie, alors que voilà ce que disait le président Macky Sall. Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la TICAD soit marqué par l'absence du Maroc, un éminent membre de l'Union africaine. Faute d'un consensus sur une question de représentation, je forme le vœu de voir ce problème trouver une solution durable dans l'avenir pour la bonne marche de notre organisation et de notre partenariat dans un cadre serein et apaisé. Voilà ce que donnait la traduction. إن السنغال تعتبر هذه المرة للأسف لم تستطع السنغال الحضور من قبل، ولكننا نأمل في أن نجد الحلول من أجل الشراكة الواعدة مع اليابان. Hop, à la trappe. Oui. Il y a des choses à... Non. C'est quand même le président de l'Union africaine et le président du Sénégal. Mais ça prouve que c'est de la malfaçon. C'est de la malfaçon, encore une fois. Absolument. Ils ont osé le faire parce qu'il y avait un président qui est en train d'exprimer un point de vue. Il exprimait un point de vue en tant que président de l'Union africaine. Je veux dire, c'est dommage que le Maroc ne soit pas présent. C'est une erreur de programmation, etc., que nous allons essayer de résoudre. La traduction a été complètement fausse. Et avec ça,
Il n'y a pas eu de traduction, en fait. Pas de traduction, Il y a c'est pas un eu de texte. traduction, C'est voilà. un texte qui a été improvisé à ce moment-là et qui a fait que les gens, le citoyen de monsieur et madame tout le monde, ont écouté ce que la speakerine avait donné. Et il y a des gens qui ne sont pas bilingues et ils ont suivi ce que la télévision lui a donné. Maintenant, il est vrai que nous avons la possibilité de croiser les informations. C'est ce qui a été fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut que rester ébahi devant un tel engagement, un tel acte de piraterie qui a été fait aux yeux, disons, à la connaissance de tout le monde. Le peuple tunisien, le peuple africain, tous les responsables étaient là. Et les gens voulaient entendre les responsables qui étaient là. Mais je pense que la Tunisie elle a mis de côté tout cela. Et je pense qu'eux, ils avaient une mission importante à faire, c'est de faire participer le patron du Polisario. Ils l'ont fait. Et pour eux, c'est un point de plus. Mission accomplie pour les amis d'à côté. Ah oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Alors, la délégation japonaise, au cours de cette cérémonie, donc au cours de la conférence TICAD, a dit la chose suivante. La délégation japonaise, Mustafa Sahimi, vous avez dit que le Premier ministre n'a pas fait le déplacement. La personne qui était là, le responsable japonais, a dit la chose suivante. La TICAD est un forum de discussion sur le développement de l'Afrique et la présence de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État souverain aux réunions liées à la TICAD, y compris la réunion des hauts fonctionnaires et la réunion au sommet, n'affecte pas la position du Japon concernant le statut de cette entité. Ce qui est quand même bien dommage quand on connaît cette amitié qui existe, je ne dirais pas qui existait, qui existe entre les Tunisiens et les Marocains. Alors Zakaria Bouddahab, comme je le dis, Tunis et Rabat, toujours de grands amis, et on se retrouve dans une situation absolument... Ça me rappelle un peu ce qui s'était passé il y a quelques années entre la France et l'Italie, quand il y a eu le rappel des ambassadeurs, ou la France avec le Royaume-Uni, des pays à la dispute improbable, se retrouvent avec deux ambassadeurs convoqués. Alors, avant que vous expliquez un peu comment vous voyez la chose, parce que bon, c'est quand même assez spécial la Tunisie pour les Marocains. Je voudrais revenir encore une fois un peu à l'histoire et à ce passage du roi Hassan II quand il s'exprimait sur la Tunisie. D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. Je vous inaque. Alors ça, c'est ce que disait le roi défunt Hassan II, et la chose s'est transmise aussi à son fils, le roi Mohamed VI. On l'a vu, donc on en parlait tout à l'heure, avec tout ce qui a été fait, et on se retrouve dans cette situation d'ambassadeurs convoqués pour consultation. Je ne sais pas s'ils vont revenir ou pas. Est-ce que la Tunisie n'est pas en train de ruiner ce qui reste de ce Maghreb uni? Bon, déjà des Tunisiens eux-mêmes ont dit ce qui suit, c'est que le président est en train de détricoter ce qui a été tissé durant plusieurs années. Le Maghreb ne date pas de 1989. Le Maghreb a été déjà, on va dire, souhaité les années 50 par le Maroc, par la Tunisie. L'Algérie était en guerre de libération. Et il faut rappeler une chose, parce que c'est éclatant de voir avec une nostalgie ce que disait feu le roi Hassan II. Le Maroc est prêt à envoyer son armée pour soutenir la Tunisie. Moi, j'espère que M. Kais Saïd puisse écouter, regarder cette vidéo. Militairement. Militairement. Le roi Hassan II a dit militairement. Que le roi Hassan II considérait Bourguiba comme étant son oncle, Ami Bourguiba. Ce sont des journalistes tunisiens qui le disent aussi. Rappelant également, bon, je ne parlerai pas de ce qu'on appelle la stratégie des axes, notamment les années 80, 1983, le deal entre l'Algérie et la Tunisie, le deal entre le Maroc et la Libye. On n'a pas suffisamment de temps, mais je voudrais quand même rappeler
que depuis l'accession au pouvoir de M. Kais Saïed, Sa Majesté a eu une conversation téléphonique. Oui. Officiellement, il a invité le président à venir au Maroc. Pas eu de suite. Une fin de non-recevoir. Pas eu de suite. Deuxièmement, sans parler des aides sur le plan pharmaceutique, sur le plan médical, etc., etc. Et puis en même temps, aucune délégation ministérielle, aucun ministre n'a fait le déplacement de Tunis à Rabat. Et ça, c'est un étonnement. Ce qui pousse à dire que dès l'origine, c'était un peu biaisé et qu'il y avait quelque part une espèce d'appréhension de M. Kais Saïed. On ne sait pas quels sont ses choix sur le plan régional. Par quel biais la Tunisie allait-elle revenir aux affaires continentales? Croyez-moi, je ne sais même pas le nom, ça prête peut-être à rire, du ministre des Affaires étrangères tunisien. Cela veut dire que toute la concentration a été mise sur M. Kais Saïed, la suspension de la Constitution, la question des magistrats, etc. Et donc, du coup, ce Maghreb tant souhaité, finalement, a été enterré et il est remplacé dans la tête, je crois, ou dans la conception de M. Kais Saïed, par la déclaration de Carthage de décembre 2021. Sans le Maroc, on voulait créer une alternative, souvenons-nous, avec la conclusion pratiquement de 27 accords avec l'Algérie qui, au final, a mis en sandwich la Tunisie, il faut le dire, une grande influence avec des problèmes frontaliers. Et vous avez si bien dit tout à l'heure, c'est Saïmé, quand vous avez parlé de la tentative même de bankruptcy, comme on dit, la banqueroute tunisienne, ça rappelle un peu le scénario grec, c'est carrément un naufrage financier, et elle a besoin de beaucoup de soutien, mais permettez-moi juste, Aziz, en quelques secondes, de petit un peu corriger diplomatiquement. M. Macky Sall s'est exprimé en tant que président du Sénégal. Il l'a bien dit, il a dit que le Sénégal regrette, parce qu'il devait gérer diplomatiquement, comme il co-préside plus ou moins la réunion, mais on sait très très bien, lui, en tant que chef d'État, il est le chef en exercice de l'Union africaine, ça d'une part, mais l'institution qui existe, l'organe, c'est plutôt la commission de l'Union africaine, c'est M. Fakir. En réalité, il ne faut pas l'oublier, le Tchadien qui la préside, qui quelque part aurait pu, à mon sens, nouer un deal avec le chef de l'État tunisien, évidemment sous l'œil vigilant d'Alger. Autre point, à mon sens, qui est important, le 28 août, donc hier, il y a eu l'adoption de la déclaration finale, très importante, qui a mis le point sur beaucoup de questions substantielles, comme le changement climatique, la Covid. Ça a été... Cette déclaration n'est pas opposable à l'entité fantoche qui s'appelle la RAST. Pourquoi? Comme on dit, nous, juristes, elle n'est pas erga omnes. Elle n'est pas opposable. Pourquoi? Du moment que le Japon aura annoué des relations, on va dire, conventionnelles, donc finalement, la présence est juste superficielle. C'est juste pour la forme. Ça n'a aucune effectivité et je devais le dire, c'est extrêmement important. C'est important parce que voilà une entité qui est membre de l'UA, dans les conditions que l'on sait, qui a tenu à participer avec le parrainage algérien donc à cette ICAD 8 à Tunis et qui ne peut pas être partie prenante à tous les projets de coopération. Vous pouvez me donner le PIB des cantines d'ouf de la RSD? Difficile, très difficile. Moi, je vais vous le dire, $0. Est-ce qu'il y a une activité dans les cantines d'ouf pour qu'il y ait un PIB? $0. Vous allez signer avec qui? Le Japon va signer avec qui? Il va signer avec les cantines d'ouf, qui sont dirigées par qui? Qui relèvent de l'administration algérienne. Donc, nous sommes dans une fiction entretenue par l'Algérie, et ça mérite d'être dit. Deuxième point de nos rapports... Mais il y a des relations bilatérales très soutenues entre Tindouf et Alger avec les ministres des Affaires étrangères qui font... Oui, mais sauf qu'ils sont tous dans les hôtels de luxe à Alger. Voilà. Je peux vous le dire. Je voudrais ajouter un autre point. La dégradation continue des rapports entre Tunis et Rabat. On a eu un ambassadeur du Maroc, qui est un collègue à nous, qui a été nommé en février 2019. Il n'a remis la copie figurée de ses lettres de créance aux ministres des Affaires étrangères, par intérim d'ailleurs, qu'en novembre 2019. Et il n'a été reçu par l'actuel président tunisien que le 22 janvier 2022. Vous avez vu donc un ambassadeur qui met 3 ans pour remettre ses lettres de créance. J'ajoute encore la déclaration de Carthage. D'autres ont été reçus, oui, bien sûr. D'autres ont été reçus. Bon, donc c'est quand même... Voilà, la déclaration de Carthage, pardon, 10 secondes et je vais finir. La déclaration de Carthage, c'est important, soulevé par mon collègue, c'est un pacte. C'est un pacte
qui met la Tunisie sous la férule de l'Algérie. Nous avons un rapport, je vais employer la formule, un rapport de protectorat, d'État protecteur, État protégé. C'est un protectorat qui est appuyé par un certain nombre d'éléments dont dispose l'Algérie. L'appui financier, on en a parlé. Le contrôle de la frontière, vous savez que la frontière était fermée, elle n'a été ouverte qu'il y a un mois. Depuis longtemps. Non, pardon, la frontière, entre les deux pays n'a été ouverte qu'il y a un mois. On va rester sur ce que vous dites, sur donc, cette espèce de relation un peu particulière qui est en train de se nouer entre la Tunisie et l'Algérie. Et je viens à vous, Driss Aissaoui, une majorité de Tunisiens s'est déclarée consternée, ou au moins concernés négativement par ce qui s'est passé. Il y a eu un État. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de réclamations, beaucoup de réactions. On remarquera que dans un rapport de tiers aux 2 tiers, les 2 tiers sont contre ce qui s'est passé. On va remarquer aussi que l'ensemble des médias tunisiens sont restés dans une position de neutralité qu'on peut comprendre. Parce que bon, quand on a un chef d'État qui réagit comme ça, mais la plupart des influenceurs, la plupart des leaders d'opinion, et plusieurs partis des partis importants, ont aussi dit non. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, est-ce que vous pensez, Driss Aissaoui, de votre point de vue, que cette bronca, pour l'instant encore calme et silencieuse, pourrait permettre de rapprocher les points de vue ou de faire revenir Kais Saïd sur cette décision, si on peut appeler ça une décision qu'il a prise? Très logiquement, Kais Saïd n'aura aucune volonté de vouloir faire un pas en arrière. Ça, c'est clair. Et on ne peut pas dire que demain, la Tunisie dira « Ah, moi, j'ai fait une erreur, j'ai ramené ces gens ». Donc, c'est une situation de fait à laquelle le Maroc, disons, la diplomatie marocaine doit faire face. Et je pense que les responsables des affaires étrangères au Maroc sont en train d'étudier la manière de répondre à cette situation. Il n'y a rien à dire. Sincèrement, la seule chose, est-ce que le Maroc va monter au créneau? Il va faire monter les enchères et couper les relations bilatérales. Ça, je pense que ça va être difficile et ce n'est même pas acceptable. Mais ce qu'il y a, c'est que le Maroc fera tout ce qui est en son pouvoir, notamment ses relations avec des pays européens, avec les États-Unis, avec Israël, avec les Émirats arabes unis, qui constituent un soutien fondamental aux Tunisiens. Alors ces gens-là, très certainement, devront dire des choses dans le creux de l'oreille de Kais Saïd pour l'amener non pas à faire marche arrière ou à s'excuser, mais à trouver une ouverture et une solution amicale à cette situation. Alors, dernière question pour vous, Zakaria Abou Dahab. Peut-être une précision de Mostafa Sahimi, si le temps nous le permet. Alors, dans son communiqué, on parlait tout à l'heure du communiqué de la diplomatie tunisienne, il y a un communiqué assez farfelu, pour dire les choses telles qu'elles sont, où cette diplomatie, le ministère des Affaires étrangères, affirme sa neutralité dans l'affaire du Sahara, neutralité sikh, qui prend à témoin le peuple marocain frère, sikh, et qui en appelle à la souveraineté des nations, et hontément, comme on l'a vu pour le déroulé des choses. Alors, vous l'avez lu, ce communiqué, comme tout le monde l'a lu. Comment vous le voyez, tant dans la forme que dans le fond, d'ailleurs? Donc, on va essayer de décortiquer un peu les choses. D'abord, première remarque, la réaction extrêmement rapide de la présidence tunisienne au rappel de l'ambassadeur marocain à Tunis. Ça, d'une part, c'est comme si ça a été déjà préparé, et c'est comme si on attendait effectivement que les choses aillent dans ce sens pour le faire et acter une sorte de rupture de facto ou de facto, comme on dit, des relations entre la Tunisie et le Maroc. D'autant plus que ça rappelle l'épisode fâcheux d'août 2021, lorsque Alger, le même mois, quelle coïncidence, avait décidé de la rupture des relations diplomatiques. Ça, c'est ma première. Deuxième remarque, on n'a pas cherché à apaiser la tension avec le Maroc. C'est-à-dire prendre le temps de comprendre un peu dans une approche dite constructiviste. Oui, peut-être, on s'est un peu trompé. Non, il faut préserver les relations. On voulait aller dans ce sens-là. Troisième aspect, il me semble que l'argument qui a été avancé par M. Kais Saïd, c'est-à-dire que c'était la Commission de l'Union africaine qui avait adressé l'invitation et qu'au final, c'est l'organisation, enfin, c'est l'Union africaine qu'on est responsable, ça ne tient pas la route parce que ça a été démenti déjà préalablement par la réunion
en présence de la délégation japonaise, ça a été très très clair. Et je crois que c'est une fuite en avant qui n'arrange pas les choses. Et j'ose dire aussi, pour corroborer ce que vient de dire Cédric, que difficile d'imaginer que M. Kais Saïed allait revenir sur cette décision. Sauf à imaginer un scénario, je ne sais pas, kafkaïen comme on dit, ou je ne sais par quel biais, mais c'est très fâcheux. Néanmoins, il faut quand même considérer que les relations entre les peuples marocains et tunisiens sont très profondes, ancrées dans l'histoire. Les Phéniciens, les Vandales, on les connaît tous. Les Byzantins et ainsi de suite. Si Zaytouna existe en Tunisie, nous avons le Qarawiyyin. Et donc, ce sont des pays qui, historiquement, étaient très proches. Mais évidemment, à la différence de la Tunisie, le Maroc n'a jamais connu une présence ottomane. Et je crois que cet élément historique, je le laisserai aux historiens de nous expliciter. Donc, malheureusement, c'est un précédent fâcheux. Ils sont toujours un scénario kafkaïen pour voilà, une situation ubuesque. Voilà. Dernière précision, en quelques secondes, mais 10 secondes, il ne faut pas que vous les dépassiez. 10 secondes, comme d'habitude. 15 maximum. Voilà, bien. 1, le bilan. L'isolement accentué de la Tunisie vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Union européenne avec les problèmes démocratiques, vis-à-vis des monarchies du Golfe, vis-à-vis de l'Afrique. 2, paradoxalement, ce n'est pas une victoire diplomatique de l'Algérie. L'Algérie n'a plus comme carte, finalement, que le tutorat sur la Tunisie. L'Algérie a perdu des positions d'influence à Addis Abeba, au Conseil de paix et de sécurité, ailleurs, etc. Et c'est ça que je voulais dire pour conclure. Dernier mot pour vous, Driss Aissaoui. Le dernier tout mot, dernier, pour dire, peut-être avant-dernier. Non, vraiment le dernier, cette fois-ci le dernier. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la situation, elle est intenable. Et on ne peut pas accepter que la Tunisie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment dans le cœur des Marocains. Les rois du Maroc ont toujours considéré la relation avec la Tunisie avec beaucoup de magnanimité, avec beaucoup d'amitié. Et le roi Hassan II, on vient de le voir, que Dieu ait son âme, il l'a dit, on est prêt à aller nous battre pour la Tunisie. Oui. Donc, si quand on dit ça, ça veut dire que c'est des gens qu'on porte dans notre cœur, qu'on emportera avec nous. Même quand on partira chez le Seigneur, on emportera cet amour avec nous. Et moi, je pense ici à des amis tunisiens qui vivent au Maroc, qui font leur business au Maroc, qui ont un point de vue extrêmement important, mais malheureusement, ils sont là, ils ne peuvent pas faire autrement. Merci à vous, Driss Aissaoui. Merci, Mustafa Shahimi. Merci, Zakaria Aboutab. Merci d'avoir été avec nous à cette émission spéciale sur ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui est bien dommage. Merci, à bientôt.